ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Duval. Sur les réseaux GitHub, Twitter, vous allez me retrouver sur le pseudo xanexis et je suis indépendant, je fais que du web et j'ai la chance de co-animer un podcast avec mon copain Patrick qui s'appelle Double Slash où on parle exclusivement de développement, beaucoup de web quand même, il faut le dire. Et en fait, il se trouve que j'ai été confronté avec un projet client sur une problématique de comment je fais pour agréger toutes ces données et comment je fais pour donner une expérience de recherche à mon client la plus fluide possible. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était quelqu'un qui fait de la gestion de patrimoine, qui a signé avec une cinquantaine de promoteurs. Donc chaque promoteur a des appartements à mettre à disposition, sauf que lui, pour trouver l'appartement qui va à son client, il doit aller chez tous les promoteurs. Donc quand il en a signé 40, il pète des câbles, il ne peut pas. Donc l'idée, c'était de récupérer toutes ces informations des promoteurs et les agréger dans une base de données et que lui, en fait, il puisse faire sa recherche comme il veut, avec tous les paramètres qu'il veut, en croisé dans tous les sens. Et donc je me suis penché sur cette problématique-là et j'ai trouvé cette solution et je trouve qu'elle arrive quand même à maturité. Pour le coup, si on fait très rapidement, Melisearch, c'est quoi en fait? C'est une base de données optimisée pour la recherche. Et en fait, tout le monde connaît les bases de données type SQL classique, sauf que quand l'information elle est dispersée dans différentes tables, au moment où on va commencer à faire une recherche, il va falloir faire des joins dans tous les sens. Il va falloir, si on veut faire du full text, c'est-à-dire si je cherche un mot qui est présent dans la description, dans le champ description de la table, machin, ça va commencer à être très compliqué. Et en termes de perf, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bases de données qui sont optimisées pour la recherche. La plus connue, je pense que vous devez sans doute connaître, c'est Elasticsearch. Ça vous parle? Par contre, Elasticsearch à configurer, c'est juste l'enfer. C'est un métier à part entière. C'est très lourd, il y a une infra, tout ça, c'est assez compliqué. Et Melisearch en fait vient là-dessus, en tout cas sur ce créneau-là, à la grosse différence qu'ils sont open source, technologie open source. Alors, du coup, comment ça marche cette base de données? Déjà, elle est écrite en Rust. Alors, je dis pas que c'est parce que c'est cool et c'est hype, mais c'est une technologie qui va être hyper rapide. Donc, le moteur de recherche, en fait, va vraiment être rapide parce qu'ils vont diffuser en fait l'information à la fois sur de la RAM et sur du disque. Je vous cache pas, je vais être honnête, c'est pas la partie qui moi m'intéresse le plus et donc je suis pas un expert là-dedans pour rentrer vraiment dans le cœur du moteur de recherche, comment c'est câblé, comment il structure, c'est quoi l'algo de recherche, tout ça. Pour le coup, en fait, c'est open source, donc il y a toutes les libres qui sont disponibles sur le web, donc vous pouvez aller voir. Personnellement, moi ça m'intéresse pas, par contre ce qui m'intéresse c'est l'utilisation de cet outil et non pas comment c'est codé. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir ce moteur de recherche qui va nous donner, qui va nous être disponible et on va pouvoir injecter des documents dedans. Et ces documents, en fait, on va avoir une API REST, donc totalement classique. On va pouvoir injecter des documents. L'avantage, c'est que c'est totalement schema-less. On n'a pas besoin d'avoir un schéma avec une table définie qui se met à jour. On prend notre document et on l'injecte directement. Donc on va avoir en fait des index. Vous voyez ça comme des grandes familles, quoi. Ok, on va avoir un index pour les livres, on va avoir un index pour les films, on va avoir un index pour les appartements, voilà. Donc, on va avoir autant d'index qu'on veut et on va y injecter des documents. Ces documents-là, ils sont souvent soit du JSON, soit du SVG,
non, pas du SVG, n'importe quoi, du CSV, le truc d'Excel là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est assez ouvert sur les documents sur lesquels on peut injecter les données. Une grosse particularité aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre des fichiers nestés. C'est-à-dire, un exemple typique, c'est dans ma propriété immobilière, cette propriété a des lots ou le produit a des avis. Et donc, on va avoir en fait autant de documents nestés les uns dans les autres. Et ça, c'est assez puissant. Fait qui est aussi hyper important et qu'il faut garder en tête pour tout à l'heure, c'est cette injection de documents, elle se fait de manière asynchrone. C'est-à-dire, quand on prend notre méga, notre giga de données, on l'envoie à Melisearch. Melisearch va nous dire « Ok, j'ai bien reçu, je suis en train de le traiter. » Par contre, le traitement va prendre du temps et ils ont fait un choix de dire « Ok, c'est asynchrone. » Ce qui amène en fait des mécaniques pour savoir si les documents sont bien injectés un petit peu particulières. Mais une fois qu'on est bien assimilé à ça, c'est pas gênant, mais il faut garder en tête. Et une fois qu'on a tous ces documents qui sont injectés dans Melisearch, pour le coup, on va pouvoir faire des recherches, donc on va pouvoir consommer en fait ces documents comme on veut, avec du croisé comme on veut. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est là où nous, on va dire développeur final, on va injecter et on va faire de la recherche. On va avoir en fait une expérience aussi bien pour l'utilisateur final que pour le dev. On a dit qu'on pouvait mettre des index. Ces index, en fait, on va pouvoir les customiser comme on veut, et chaque index, en fait, va avoir des propriétés qui lui sont propres. Parce qu'un appartement ne va pas chercher la même chose qu'un livre, ou un auteur, ou un restaurant, ou que sais-je. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir faire en fait de la recherche multi-index. C'est-à-dire que quand notre utilisateur final il va faire une requête, on va lui donner peut-être des livres et un film. Et donc sur une seule même requête, on va pouvoir taper en fait, faire du multi-index. Et donc ça c'est quand même assez puissant. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de la géolocalisation. Alors, c'est-à-dire qu'on va utiliser les coordonnées GPS pour faire du filtre, pour faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, ok, donne-moi tous les restaurants qui ont un avis supérieur à 4 aux alentours de à 3 km à la ronde de ma position GPS. Et ça, on va pouvoir le faire directement. Sous réserve, évidemment, que les données qu'on a injectées dans Melisearch soient déjà géocodées. C'est-à-dire, c'est pas Melisearch qui va mettre une coordonnée GPS à votre adresse. Il faut que ça soit fait en amont. Mais en tout cas, si dans le document, il y a des coordonnées GPS, on va pouvoir jouer avec cette fonctionnalité de géologue. Évidemment, on va pouvoir définir en fait comment on va scorer en fait les documents, parce que sur une recherche, on va plutôt mettre en avant tel type de données ou tel type de données. On va pouvoir les trier, par exemple avec les avis positifs en premier ou les avis négatifs en premier. On va pouvoir choisir. Et évidemment, on va pouvoir filtrer aussi par rapport à des catégories qu'on aura choisies. Ou si vous êtes familiarisé avec le e-commerce, avec les facettes, voilà, on va pouvoir faire un niveau de search qui est vraiment avec un gros niveau de granulométrie. On verra ça tout à l'heure sur la démo. Là, en fait, on voit ça maintenant sur la démo. Donc, je change d'application. Et je bascule. Là, on est sur un e-commerce classique. On a toutes les catégories, on a le rank du pricing qui se met à jour en temps réel. Et en fait, là, on a filtré 26 résultats en 8 millisecondes. Et là, en fait, on vient les trier selon tel ordre.
Ça, c'est pour ceux qui veulent utiliser la barre de recherche. On a une autre possibilité, là c'est un autre exemple. Je rentre dans un magasin pro. Là pour le coup, j'ai toutes les catégories qui sont bien rangées. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt à l'aise ou qui souhaite utiliser le moteur de recherche, il va dire ouais, alors c'est une combine, wetsuit en homme, la combinaison c'est du 3-4, je crois que c'est backzip, mais chez eux le code c'est BZ, backzip, ouais c'est ça. Et là je me retrouve avec, et je la veux en black, et là j'ai que du black, avec une wetsuit, et je crois que le modèle c'est Guru. Voilà. Et là en fait j'ai mis à jour automatiquement ma recherche. À l'inverse, si je veux faire des bonnets, et ben hop là j'ai mes bonnets qui se mettent à jour. Je récupère en fait tous mes bonnets. Donc en fait on a une expérience double, c'est-à-dire soit on a, on va dire, Jean-Michel bien organisé qui veut toutes les catégories, qui sait exactement ce qu'il veut, telle catégorie, ou on va avoir Jean-Kévin qui est plus à l'arrache et qui va taper ses mots-clés. En fait, nous, on ne peut pas savoir qui on a en face de nous sur l'utilisateur. Donc en fait, on va lui donner une expérience double et la personne va prendre ce qui lui est le plus familier. À savoir quand même que ça va super vite et on peut injecter beaucoup d'informations et on est toujours avec des temps de réponse en millisecondes. Et aujourd'hui, c'est important, la vitesse. Je repasse là-dessus. Il y a des features qui sont quand même assez intéressantes. Je pense surtout au typo. En fait, on va pouvoir, par exemple, quelqu'un qui tape Boatman au lieu de Batman, et ben en fait, Melissa, je vais être assez intelligent pour dire, ouais, en fait, je crois que tu as marqué Boatman, mais en fait, je crois que c'est Batman que tu veux dire. Et donc, il va retourner Batman. Ça, on peut, pareil, on peut customiser ce niveau de détail. On va lui dire aussi, en termes de ranking, on va pouvoir avoir un niveau de granulométrie en disant que ça a plus de valeur, ça a plus de poids, il y a une notion de poids. Ok, je vais pouvoir on va dire l'information, elle est dans le titre. Le titre a plus de valeur que la description. Et donc, en fait, on va pouvoir jongler et paramétrer ce niveau de configuration. On va pouvoir aussi injecter des synonymes. Un exemple qui est pour les films, par exemple, tous les films d'Harry Potter, on va marquer Harry espace Potter, mais dans certains titres, on va trouver HP. Et dans cet index-là, on va lui dire, écoute, HP et Harry Potter, en fait, c'est la même chose. Donc, si le final user il tape HP, en fait, considère que ça va être marqué comme Harry Potter. Donc, on va pouvoir jouer avec ces synonymes-là pour lui donner une expérience la plus fluide, quoi. Par contre, depuis tout à l'heure, on parle que des données, on va dire, qui sont publiques. On va dire un appartement, ok, sur Airbnb, l'appartement il est public, tout le monde peut le voir. Par contre, quid de comment on fait si on doit délivrer une expérience de recherche tip-top avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues à l'instant, mais sur lesquelles il y a des données hyper sensibles et privées. Et en fait, ils ont mis un système de token où en fait, vous voyez ça comme un système d'autorisation. En clair, l'utilisateur qui a l'ID numéro 4 ne peut voir que les documents qui ont pour user ID 4. Voilà. Donc il y a ce niveau-là où on peut mettre des tokens. Voilà. En tout cas, ils ont pallié ce problème-là en essayant de cloisonner au maximum pour vraiment gérer une couche d'autorisation. Il y a aussi, alors je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les stop words, mais les stop words, c'est le, la, les, dans,
tous ces mots-là en fait, qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien à la phrase. Et donc, en fait, pour la recherche, elles n'ont aucune valeur. Donc, ces mots-là, en fait, on peut les injecter dans Melisearch pour dire, OK, tu vas exclure tous ces mots-là. Comme ça, en fait, la pertinence en fait, de tous les mots qui vont sortir, en tout cas, le résultat de la recherche sera beaucoup plus pertinent. À l'inverse, on peut lui dire, attention, le stop word sur le chemin, je sais pas, un titre de film, ça, par exemple, le titre, c'est ça. Et ben, comment on fait pour... donc là, on peut en fait tweaker ces stop words là. Et il n'y a pas de limite d'index. C'est-à-dire on peut créer autant d'index qu'on veut, possible. Et donc ça, c'est intéressant parce que chaque contexte va avoir tout ce niveau de granulométrie qui lui est propre. Et on verra tout à l'heure comment on fait. C'est-à-dire que sur une même instance de moteur de recherche, chaque index va être va avoir des configurations qui lui est propre. Et il n'y a aucune communication entre les index. Il n'y a pas de transversalité, à part si on utilise la fonction multi-recherche, c'est-à-dire multi-index, où là on lui demande des informations, on va taper la même query, mais qui va donner des résultats sur deux index différents. Par contre, les index ne parlent pas entre eux. On va récupérer deux index. On lui dit, OK, sur Inception, donne-moi le livre et les auteurs. Donc dans l'index auteur et dans l'index film. Réalisateur, que ça. OK, sauf que il y a sans doute des développeurs PHP, d'autres qui sont plus Python, d'autres qui sont Java. On a chacun notre stack. Et en fait, on a vu que en fait, Melisearch, c'est une brique à part. Vous voyez ça comme un service dédié pour la recherche. Donc, il lui faut un SDK ou une API pour injecter la donnée. Ce qu'on peut faire, c'est soit le faire en API REST classique, soit en fait, ils ont aussi développé des SDK sur tous ces langages-là pour faciliter en fait l'expérience de développement, pour dire OK, je vais pouvoir injecter directement. Donc soit en langage natif, soit directement sur des frameworks. Je pense à Laravel ou à Ruby on Rails, où nativement en fait on va avoir des hooks qui disent OK, après la création d'un item, tu viens déclencher cette méthode-là, et donc on peut s'en servir pour venir injecter directement dans Melisearch. Ce qui fait que le réplica de Melisearch est automatiquement fait à partir de la base maître. Et alors c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais une bonne pratique, c'est de ne pas considérer Melisearch comme votre base de données primaire. Elle n'est pas faite pour ça. Donc vous avez votre base de données primaire de votre app, et vous avez une base de données qui est le réplica, mais unique. Vous allez injecter dans ce réplica uniquement les documents qui vous intéressent avec les paramètres qui vous intéressent. L'avantage, c'est que vous pouvez faire un agrégat, c'est-à-dire le document, il va peut-être prendre les appartements avec les lots, avec les prix, et c'est un gros document que vous injectez dans Melisearch. Donc ça, c'est à vous de construire le truc. Et néanmoins, il y a soit des langages natifs, donc quand je dis natif, c'est oui, des langages bruts ou des frameworks, soit développés par Melisearch, soit développés par la communauté. Il y a même un plugin Nuxt, c'est énorme, je ne sais pas qui l'a codé. Pour le coup, ça c'est pour la partie back-end, c'est-à-dire comment on va injecter les données. Par contre, parfois on a des applications en front, et là où ils ont été intelligents, Melisearch, ils ont dit OK, nous on va développer un moteur. Alors je ne sais pas si vous connaissez Algolia, en fait qui est une boîte qui fait du search as a service. Eux, ils vendent un service de recherche. Et en fait, Melisearch a dit OK, nous on va faire la même chose, mais on va s'appuyer en fait sur la structure de données de retour, comment est structurée la donnée
chez Algolia, parce que Algolia, ils ont déjà fait des librairies open source pour React, Vue et Angular. Et donc dans ce cas-là, vu que nous, le format de sortie de notre API, elle colle parfaitement à celle de Algolia, ce qui veut dire que tous ces composants-là, ils deviennent compatibles avec Melisearch. Ils sont malins. Comme ça, ils n'ont pas à développer leur propre librairie de composants. Et tu utilises la librairie open source de chez Algolia et ça marche avec Melisearch. Mal. Évidemment, la documentation est clé. Pour le coup, elle est ultra bien faite. Elle est ultra documentée et bien fournie, facile à lire. Pour le coup, je vais vous montrer ça. Documentation, ouais, on voit bien, parfait. Là, on a vraiment tout. On a un get started qui est hyper simple. Comment je viens implémenter. Donc, la plus grosse difficulté au départ, c'est de mettre en place cette machine-là. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais ils font évidemment une comparaison avec les compétiteurs. Mais elle est ultra bien faite. Une fois qu'on a compris ce système de documents que je vous ai expliqué, voilà, ils viennent vraiment éduquer. Et après, une fois que vous êtes plus à l'aise, bah, vous avez l'API référence, où là, pour le coup, OK, les documents, vous allez sur tel endpoint, donc soit via du REST, soit via le SDK. L'avantage, c'est que on choisit notre langage et on voit vraiment comme on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un autre point où ils ont été très forts, et moi, c'est ce qui m'a vraiment fait basculer là-dedans, en fait, c'est ils ont mis à disposition une collection Postman. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cet outil-là, pour pouvoir en fait simuler des appels API et tout ça, mais on est vraiment, c'est un client en fait qui va faire c'est un client API REST, GraphQL et tout ça. Et en fait, ils ont mis à disposition une collection. Et en fait, ce qui est super cool, c'est qu'on va avoir justement toutes les infos en fait, de Melisearch avec toutes les routes disponibles. Donc là, par exemple, on va aller sur le serveur de l'index avec l'index, je ne sais pas c'est quoi, là c'est product, le document. Et là, en fait, je vais récupérer que le document qui a pour ID 18745. De la même manière, je vais pouvoir injecter des données, je vais pouvoir modifier, je vais injecter des données. Et en fait, le fait de parcourir comme ça toutes les routes, en fait, on comprend en fait comment c'est articulé et qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et tout ça. Donc en tout cas, moi je trouve que ça va vachement aider en fait pour vraiment sur l'onboarding, quoi. Et une route qui est quasiment la plus importante, en fait, c'est la recherche. Et si par exemple on décide de supprimer le token, là en fait on va avoir mon ami, tu n'as pas donné ton token, tu n'es pas autorisé à voir. Donc en fait on va pouvoir mettre soit un token, là c'est un search token avec une typo, ou on va avoir le token pour injecter les données. Et c'est deux tokens différents parce qu'on a deux autorisations différentes. À savoir que votre search token, de toute façon, il sera exposé dans votre application. Parce que c'est le client, dans votre navigateur, que ce soit mobile ou téléphone ou web, de toute façon, ce token-là, il sera exposé par la requête. Donc, s'il est compromis, ce n'est pas gênant. Par contre, une best practice, c'est de créer un token pour chaque application. Et comme ça, vous savez qui de droit. Après, sur le search, ça c'est juste hallucinant. En fait, ils ont créé dans la query, ils ont mis en fait toutes les queries qui étaient disponibles. Et donc en fait, c'est vachement bien parce que là, je vais venir modifier, je vais ajouter ça. Ici, on vient construire l'URL selon les paramètres que j'ai mis ici. Donc là, la query c'est wetsuitman 3-4 parce qu'on est dans ce shop de combinaison là. Et donc j'ai récupéré tout le document.
À l'inverse, peut-être que je n'ai pas besoin de récupérer l'intégralité du document. Alors, déjà, ce qu'on voit sur le retour, c'est les hits. Ce qu'ils appellent les hits, en fait, c'est les documents qu'on a dans notre database. Donc là, on a un tableau avec 20 hits. Par contre, si moi, je veux le limiter, parce que j'en veux que 3, je peux mettre dans ma query limite 3. Et donc là, à ce moment-là, j'en ai que 3. On me redonne la query pour être sûr. En combien de temps ça a été exécuté en millisecondes? C'est bien en millisecondes. En millisecondes. La limite qui a été choisie. Et potentiellement, sur cette recherche, il y avait une estimation de 444 documents. Donc la limite m'a donné, avec le ranking que j'ai choisi, par rapport aux paramètres que j'ai choisis, m'a donné ces 3 items-là. Par contre, on voit que mes items, j'ai tous les champs. Ouais, mais peut-être que sur téléphone, j'ai pas besoin, si je veux faire une autocomplétion ou un truc comme ça, j'ai pas besoin de récupérer tous ces champs. À ce moment-là, en fait, je peux choisir quel attribut je vais récupérer. Moi, tu me donnes uniquement le title et l'ID. Et à ce moment-là, j'ai récupéré que l'ID et le title. Ce qui fait que sur mobile, par exemple, j'ai que, et on pourrait peut-être mettre l'image en miniature. Comme ça, en fait, dans mon champ de sélection, j'en ai que 4 qui choisis. Au fur et à mesure que la personne tape, on vient mettre à jour ces 3 résultats. Parce qu'au fur et à mesure que l'utilisateur tape sa requête, on vient affiner sa requête. Pareil, gardez bien en tête qu'à chaque fois qu'on vient taper quelque chose, on vient taper la base de données de chez Melisearch et on vient faire une requête. Donc, ça peut être intéressant de mettre, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec un debounce, c'est-à-dire je viens temporiser quelque temps, le temps que la personne arrête de taper au clavier. Tant que la personne tape au clavier, ça veut dire qu'il n'a pas fini sa requête. J'attends un certain milliseconde, il a arrêté de taper, j'envoie la requête. Ou à un minimum 4 caractères. Tant qu'il n'a pas mis 4 caractères, ça ne sert à rien d'envoyer la requête. En tout cas, il y a un petit peu d'intelligence à aller sur l'implémentation pour aller optimiser. On parlera après de prix. Pour aller en fait optimiser en fait ces recherches-là, pour pas solliciter le serveur pour rien en fait. En tout cas, cette librairie-là qu'on vient injecter dans Postman ou Insomnia ou que sais-je, elle nous donne quand même beaucoup d'informations. Je vous parlais tout à l'heure des tâches, et non, je ne vous ai pas parlé de tâches, je vous ai parlé d'asynchrone. C'est-à-dire, quand on fait de l'injection de documents dans Melisearch, lui, il nous renvoie en mode, alors là c'est une vieille tâche, celle-ci elle a été succide. Par contre, quand je viens injecter un document, là je viens lui demander, il va me renvoyer l'ID d'une tâche. Là je prends cette tâche et je l'affiche automatiquement. Potentiellement, elle va être NQ. Vous voyez ça, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec le concept de job queue, mais en fait c'est exactement le concept. C'est j'envoie de la donnée, tu prends le temps de la processer, tu prends le temps et une fois que tu l'as processée, tu marqueras, tu feras une mise à jour de cette tâche et tu la passeras en succide. À l'inverse, elle sera en erreur. Elle peut être en erreur en mode j'ai pas pu indexer ce document-là parce qu'il n'a pas d'ID. Ça peut être un exemple. Par contre, quand moi je pousse la donnée, je vais avoir un retour uniquement de dire ok, j'ai pris en compte ta demande d'injection de données, mais je ne te garantis pas qu'elle est injectée. Il faut que moi je demande explicitement. Donc c'est une petite mécanique à prendre en place, à mettre en place en tout cas pour valider le fait que cette tâche a bien été faite ou pas. Là, on peut récupérer tous les index. Très simple, voilà, j'ai tous les index. Alors, il se trouve que sur cette instance-là, je n'ai qu'un seul produit, un seul index qui s'appelle Products, qui a été créé à cette date-là et qui a été mis à jour à cette date-là. Et on va arriver sur la partie la plus solide, on va dire,
tac, tac, update index, primary, non, c'est pas ça. Créer index, post index. Ah non, pardon, c'est sur les, pas sur les index, sur les settings. Ça, c'est la partie où c'est le cœur de métier, quoi. Ça, c'est vraiment où on vient jouer avec toute la table de mixage pour justement en fait affiner notre expérience de recherche. En tout cas, les résultats de la recherche. Et donc là, je vais marquer tous les champs. Quels sont les champs qui sont cherchables? Si je mets étoile, en clair, c'est tous. Par contre, c'est les champs de premier niveau. Là, en fait, j'ai mis barcode.barcode parce que en fait, c'est un objet qui est nesté. Barcode est un tableau. À l'intérieur de ce tableau, il y a des objets. Et à l'intérieur de cet objet, il y a quelque chose qui s'appelle barcode. Je veux que mon moteur de recherche puisse aller rechercher dans ces informations-là. Donc, je viens en fait afficher la recherche sur tous ces produits nestés-là. D'accord ? Et les stop words, alors pour le coup, je n'ai pas mis de stop word là-dessus. Quelles données je vais devoir afficher parce que on a vu tout à l'heure qu'on pouvait choisir quels sont en fait les attributs que je vais récupérer. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une stratégie, d'avoir un index spécifique pour un admin ou pour une autre personne. En tout cas, par exemple, un client mobile, il peut voir ça, un client desktop, il peut voir ça. Ben, en fait, on va venir jouer avec les attributs qu'on va afficher. Pareil avec le ranking. En clair, comment on vient mettre, si la personne met exactement sa recherche, ben, c'est ce qu'on va sortir en premier, parce que là, ça tape vraiment exactement. Et après, bah, les attributs, les words, les typos et tout ça. Donc là, on vient ajuster comme on veut. Et tout à l'heure, je vous montrais les catégories à gauche, là. Vous vous rappelez, où on pouvait filtrer. Et ben là, en fait, on vient déclarer quels sont les champs sur lesquels on peut faire du facet. Et de la même manière, on peut trier selon un ordre. Et ben là, je viens le déclarer. Alors, au départ, ça fait un peu peur. Parce que c'est assez abstrait. Mais en fait, une fois qu'on lit bien la doc et qu'on comprend à quoi servent les champs, en fait, on se structure et ça passe vraiment tout seul. Et si vous avez déjà eu à faire du Elasticsearch, faire ça, c'est ultra facile. C'est ultra facile. Et donc, vous êtes plutôt à l'aise. Évidemment, on va pouvoir gérer les clés. Je ne vais pas vous montrer là. On a des stats classiques. Hop. Et on a évidemment, si on veut pinguer pour monitorer en fait notre service, pour savoir si notre service est up ou down pour X raison. Voilà, on a des endpoints qui sont spécifiques. Et donc, moi je vous conseille vraiment de passer plus de temps au départ là-dessus pour vraiment jouer, bien comprendre et après de l'implémenter dans votre langage. Mais au moins le fait de vous familiariser avec l'outil, de comprendre les mots et comment ça marche, c'est vraiment intéressant. Hop. Du coup, documentation topissime. Je vous ai montré la démo pour le coup. Et là, vous allez me dire, ok, mais moi, ton truc, ça me plaît à peu près. Comment on pourrait l'utiliser? Donc déjà, en mode développement, ils ont un Docker qui marche très bien. Après, vous pouvez déployer votre Docker aussi. Vous pouvez l'utiliser sur votre machine en direct. Vous rapatriez, pour ceux qui sont sur Mac, Brew, Melisearch, machin, je viens de récupérer. Donc pour la partie dev, c'est assez facile. Après, pour vous passer en production, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. En fait, soit vous êtes sur une version hostée, donc chez un provider
de votre choix. Donc pour le coup, Google, Amazon, tout ça. Enfin, tous les plus gros. L'avantage qu'a fait MediSearch, c'est qu'ils ont fait de la doc en fait, pour chaque opérateur et ils vous ont mis à une sorte de to-do, quoi. Donc en fait, cette to-do, vous suivez. Attention à bien provisionner votre machine pour pas qu'elle soit down, évidemment. Bien aussi provisionner à la fois de l'espace disque et de la RAM, parce que MediSearch en fait joue sur ces deux tableaux-là pour donner de l'expérience. Mais, et ce depuis depuis pas longtemps, ils ont mis en place un service qui s'appelle MediSearch Cloud, évidemment, et en fait ils viennent gérer ça pour vous. Et donc ça, c'est toute la puissance, c'est que là, pour le coup, c'est ultra rapide et vous n'avez pas à gérer l'infrastructure. Donc, par exemple, pour moi qui suis simple développeur et qui ne suis pas fan d'instancier, de gérer des machines, mais surtout monitorer des machines, être sûr que le système est tout le temps up et tout ça, leur version cloud en fait est assez intéressante. Pour le coup, petite démo. Hop. On revient. Donc là, j'ai créé une machine pour le coup pour le test. Ça m'a pris vraiment 4 minutes, quoi. C'est assez simple. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux créer plusieurs projets vu que je suis en price. Démo 2. Alors là, vous êtes obligé de choisir un plan. À savoir vous choisissez bien une région, ils ont un plan assez généreux sur le free tier, là, il est assez généreux, donc pour jouer et pour implémenter, si vous voulez faire pas du vrai dev, en tout cas pas sortir de votre machine et voir un peu les contraintes en production, ça peut être super intéressant. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de jouer. Ah si, c'est créé, parfait. Parce que c'est gratos. Et alors pour le coup, je vais vous montrer le temps que le premier en fait se mette à jour. Là en fait, on va avoir l'adresse de votre machine, tout simplement, la région sur laquelle elle est développée, la master key. Donc la master key, c'est vraiment pour gérer votre instance de MediSearch, votre admin pour gérer, injecter les données, et votre search pour faire uniquement vos requêtes. Gardez bien en tête que la search est publique et vous n'aurez pas le choix de la mettre en public. Là, vous allez avoir votre index, donc on peut créer autant d'index qu'on veut. Là, ils sont en train de développer la gestion des tâches que je vous ai expliqué, c'est un petit peu particulier, donc ils sont en train de mettre ça en place. Au niveau de la charge, en fait, ça va vous coûter ce prix-là, donc 30 € par mois. À savoir que tant que vous n'avez pas tapé tous vos tokens gratuits, en fait, vous ne payez pas. Par contre, vous êtes obligé de mettre je ne sais plus si vous êtes obligé de mettre votre carte ou pas, mais en fait, vous payez que votre conso, quoi. Et donc, il va y avoir un token pour le search et un token pour le nombre. En tout cas, il y a un décompte pour les documents et un décompte pour vos search, pour vos tokens de search. Gardez bien en tête, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, comment optimiser vos requêtes. Est-ce que vous avez besoin de renvoyer des documents quand la personne a tapé qu'une seule lettre? Je pense pas. Donc, à vous de mettre un petit peu d'intelligence dans votre requête pour éviter d'aller récupérer directement des documents et donc potentiellement croquer des tokens de recherche. Là, on a vu tout à l'heure, là ma machine est prête. Je vais dedans, je vais créer un index que je vais appeler movie. J'ai créé mon index, je vais injecter des documents. Pour le coup, ouais, hop. Je vais injecter un fichier JSON brut, vraiment pur. Et là, il va l'importer. Et là, on me dit, c'est bon? Ah bah, ok. Sauf que là, il est en fait encore en train de l'indexer.
Donc pour l'instant, je n'ai pas encore accès à ces données-là. Je ne sais pas s'ils sont corrects, si l'opération s'est bien passée ou pas. Il est en train de processer. Pour le coup, je vais revenir sur mon GDG test. Et là, en fait, on a une petite admin juste pour valider le fait qu'on a bien tous nos documents. Et donc là, on va Interstellar. Hop, j'ai bien Interstellar. Et là, il y a Interstellar qui est. Donc lui, il sort en premier par rapport à Interstellar. Ou Fight Club. J'ai bien Fight Club. À l'inverse, si je veux faire Star Wars, là, je vais bien avoir Star Wars avec l'intégralité. Donc je vais pouvoir aussi mettre une surbrillance par rapport à tous les termes que j'ai tapés et qui va retrouver dans les résultats. Hop, je retourne sur ma démo et là je vois que mes 32 000 documents ont bien été traités et donc je me retrouve avec la même chose et c'est bon, c'est parti. Donc en moins de 10 minutes, même pas en 5 minutes, si j'ai un fichier propre, un JSON avec toutes mes données, je peux potentiellement mettre en place toute la partie back-end, elle est déjà faite. À savoir qu'avec le endpoint qu'on a vu tout à l'heure, je fais ma requête et c'est terminé. Donc j'ai même pas besoin d'implémenter, c'est en Vue ou en Angular ou en que sais-je. J'utilise Axios ou je sais pas quoi dans mon front pour aller faire une requête. Voilà, à mon client HTTP et je vais avoir une réponse instantanée. Et on parle bien en millisecondes. Parce que c'est millisecondes. Voilà pour la démo. Pour le coup, c'est un service ils l'ont sorti, je crois, en février ou en début d'année. Donc, de mon retour d'expérience, moi j'ai commencé à l'utiliser, j'ai commencé à jouer avec en fin 2020. Je l'ai implémenté en prod en l'hiver 2021 et je pense que c'était un peu tôt à l'époque. C'était encore un peu cascadeur. Néanmoins, depuis qu'ils sont passés, voilà, ils ont fait beaucoup de progrès, ils sont arrivés à maturité. Il n'y a rien qui bouge, leur API elle n'évolue pas tous les 15 jours. Ils sont vraiment arrivés, pour moi en tout cas, ils sont à maturité, c'est un produit qui marche, qui est totalement fonctionnel. Et je vous remercie. Juste avant de peut-être passer aux questions, gardez bien en tête qu'il y a un module Nuxt Melisearch et donc mettre des stars c'est super important. Et pour le coup j'ai pris plaisir à coder ce module là parce que le produit est vraiment cool et donc je voulais l'intégrer dans Nuxt pour pouvoir en fait que tous les utilisateurs qui sont fans de Nuxt comme moi puissent utiliser Melisearch de manière hyper facile et fluide. Et je vous propose de répondre à vos questions si vous en avez. Non, pas plus que ça. Vous êtes tous motivés pour utiliser Melisearch maintenant. Je suis venu en retard pour cette question. Et pour le coup, maintenant en fait qu'on a cette possibilité en fait de fluidifier et vraiment délivrer une expérience de recherche que moi je considère comme vraiment intéressante pour l'utilisateur. C'est pas si compliqué à mettre en place. Les frais sont pas monstrueux par rapport à ce qu'on offre à l'utilisateur derrière. Je trouve ça hyper intéressant. Et gardez bien en tête que les users, les final users à la fin, ils sont de plus en plus exigeants en fait. Et en fait, si le moteur de recherche est pété, ou ça ne marche pas, ou le résultat de recherche n'est pas pertinent, clairement, ils peuvent passer plus facilement à un autre site, quoi. Donc, je pense qu'avec un outil comme ça, on vient vraiment gagner en qualité, on vient délivrer une véritable expérience de recherche, quoi.
au sein de la... J'ai pas vu ça. On recommence. Il y a de Lyon, j'ai loupé. Et au niveau de Voilà. au niveau de l'inté, c'est que de l'open source. Oui. C'est eux qui s'occupent de l'inté ou c'est Alors, de l'inté, pas qu'est-ce de que... l'intégration au niveau des modules? Par exemple, on a fait un Nux, est-ce qu'ils n'en avaient pas fait un? Non, en fait, ouais, pour revenir sur cette slide-là, en fait, Désolé. eux, en fait, ils vont avoir un SDK qu'ils ont développé en propre. Par contre, en bas, il y a tous ceux de la communauté qui ont déjà travaillé. En fait, eux, ils se sont vraiment spécialisés sur le langage, on va dire, primaire. Après, pour tous les frameworks, c'est un niveau d'abstraction un petit peu au-dessus. Et donc là, ils ont laissé faire la communauté. À savoir que si tu as des questions, tu peux aller les discuter, avec eux. Ils ont un Discord, tu poses des questions directement. Donc ils sont assez ouverts. Et pour le coup, il y a des personnes qui ont codé et qui ont contribué au développement du cœur. C'est-à-dire vraiment le cœur, le moteur de recherche qui lui est fait en Rust. Okay. Par contre, pour nous, utilisateurs, on va dire développeurs, si on veut implémenter un Melisearch, on n'a pas besoin de savoir coder du Rust. Il faut qu'on connaisse uniquement notre langage et on va utiliser leur SDK pour dire ok, comment je peux injecter un document, comment je récupère la tâche, comment je fais ma requête. Ça après c'est propre à ton langage. Aujourd'hui, je le vends comment à un client? Tu le vends comment à un client? En fait, tu vends Est-ce pas. Est-ce que j'ai des données? Est-ce que je peux lui présenter Oui. des statistiques, Alors, des recherches comme les concurrents font? Alors non, tu n'as pas un dashboard d'analytics de recherche. En fait, par contre, je ne sais pas si tu as tout intérêt à vendre Melisearch à ton client. Par contre, tu as tout intérêt à lui vendre plutôt de la recherche à ton client. C'est-à-dire de lui vendre un système de recherche pertinent et optimisé, rapide. Parce que toi, tu es une agence. Ouais, ok. Mais ton client, lui, c'est par exemple une boîte de e-commerce. Son client, lui, sa problématique, c'est comment il met en place un moteur de recherche pertinent pour que les final users, en fait, ils puissent utiliser un truc, comme je vous montrais tout à l'heure, sur une démo, avec soit les catégories qui sont hyper bien structurées, ou un moteur de recherche vraiment totalement open, quoi. Pour délivrer cette double expérience-là, tu es obligé de passer par une database optimisée recherche. Et donc, comment tu vends ça à ton client? Tu ne vends pas Melisearch, tu vends une expérience de recherche optimum, et toi, tu utilises Melisearch. Ouais, voilà comment il faut le vendre. En tout cas, c'est comme ça, oui, moi je le vendrais. Parce que j'avais des clients un peu similaires. Genre Algolia? Je sais plus si c'est Melisearch, TypeSense, mais ils avaient un truc. Elasticsearch. Je pense que c'est TypeSense. Mais ils avaient un truc assez intéressant, c'est qu'ils pouvaient proposer aussi des stats quand même sur la recherche. Après, libre à toi aussi d'intégrer directement. En fait, si le mec il tape ça, libre à toi de venir enregistrer ça quelque part pour après faire de l'intelligence, de la recherche. Mais pour le coup, c'est pas. Enfin, je pense pas que ça soit à Melisearch de te donner ce type d'informations-là. Eux, ils font un moteur de recherche. Après, si tu veux mettre de l'intelligence sur ton e-commerce, c'est à toi de l'implémenter, je pense. Et donc, toi, tu captes ce que les personnes ont tapé. Et comme ça, peut-être après, tu peux fine-tuner tes index et dire, OK, en fait, les gens, ils font toujours la typo, où ils utilisent ce mot-là, alors qu'en fait, je sais pas, ils utilisent rasoir, alors qu'en fait, c'est shaver ou je sais pas quoi. Tu vas utiliser des synonymes pour pouvoir, en fait, dire, OK, tu fais un rapprochement. Comme ça, tu viens améliorer cette recherche. Mais cette intelligence, c'est à toi de la coder, je pense. Par rapport à Algolia, du coup, est-ce que tu as tout le périmètre d'Algolia dans Melisearch? Non, pas encore. Pas du tout. Il n'y a pas du tout le périmètre d'Algolia. En fait, définis le périmètre d'Algolia qui t'intéresse. Je ne sais pas le définir, mais j'essaie de vendre à un client Melisearch plutôt qu'Algolia, je fais comment? Ok, alors est-ce que lui va vouloir avoir justement accès à cette intelligence-là? En fait, Algolia donne des analytics, des statistiques,
qui sont out of the box. Donc ça, c'est une valeur. C'est plus cher Algolia par exemple ou pas? Par contre, c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est une vision de Medisearch aussi de se rapprocher de ses concurrents, ou ils ont une approche totale? Alors pour le coup, lors d'un podcast, on avait interviewé le CEO. Eux, clairement, ils étaient dans un modèle d'inspiration de Algolia, parce que l'expérience de Algolia, ça a été une rupture totale. C'était ultra rapide, c'était avec plein de librairies facilement implémentables. Donc ils se sont fortement inspirés de ce produit-là. Après, ils ont fait le choix de le faire en open source et de l'ouvrir. Par contre, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Et donc, ils donnent une expérience de cloud qui, pour l'instant, en fait, et ils sont totalement lucides là-dessus, elle est bien en deçà de ce que peut proposer Algolia, justement sur toute cette intelligence des analytics et tout ça. Après, est-ce que c'est à toi de le coder ou pas? En fait, est-ce que tu as besoin est-ce que tous tes clients qui ont besoin d'une recherche ont besoin du package full complet de Analytics? Je sais pas. T'as une idée du ratio tarifaire ou pas? Oui, après on peut y aller. Hein. Je veux dire, entre Algolia et Medisearch, je sais pas, c'est 1x10, 1x5 Alors de tête, je dirais que c'est un x4, x5. Mais pour le coup, Algolia a beaucoup changé ses tarifs, donc je suis pas à jour. Et gros disclaimer que je n'ai pas fait, je ne travaille pas chez Medisearch, d'accord. Je ne suis pas, je suis pas commercial chez Medisearch. Toi, entre Medisearch Cloud et Medisearch installé toi-même, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, ça va dépendre de la volumétrie. En fait, moi je dirais pour des petits sites, clairement le cloud top. Par contre, demain, potentiellement at scale, c'est plus compliqué. Bah, tu passes sur ta propre machine. At scale peut-être, mais aussi dans ton équipe, est-ce que tu as quelqu'un qui est dédié à l'infra et qui va gérer l'infra? Si un client en fait, ou le client final dans son équipe, il n'a pas une personne qui est dédiée pour gérer l'infra, pour monitorer l'infra, qui n'a pas les compétences en interne, bah, passe sur le cloud, quoi. Pour le coup, oui, ça va te coûter peut-être plus cher, et encore, si ça passe à une certaine volumétrie, ils sont quand même assez généreux sur les machines. On revient sur le billing, mais 1 million de documents et 100 000 tokens de recherche, à savoir que les 1000 recherches, c'est 20 centimes. Donc c'est pas et pour le coup Algolia est beaucoup plus cher. Néanmoins, pour moi en tout cas, le premier critère, c'est est-ce que tu as quelqu'un qui sait et qui est en capacité de gérer ton infra. Si la réponse est non, passe sur du cloud, te prends pas la tête, quoi. C'est tellement plus confortable, Donc voilà. J'ai une question sur les typos aussi. Ouais. Comment c'est géré? C'est toi qui vas définir les typos ou ils font des espèces de proximité de mots Non, en fait, ils ont une. Tu avais l'air de montrer des settings et tu allais assez vite dessus. Alors, sur les typos, alors on va aller directement sur le GitHub. Là, ils ont plein de repositories. Ils ont un truc qui s'appelle Charabia, je crois, de tête. C'est ça. Et en fait, alors non, ça c'est pour la gestion en fait des tokens, tout ça. Pour le coup, je ne saurais pas te dire comment ils font techniquement. Toi, tu configures quelque chose ou ils se débrouillent? Non, c'est par langue, ils se débrouillent. Ouais, exactement. Pas par langue d'ailleurs, peut-être que c'est plus générique que ça. Et pour le coup, c'est eux qui gèrent. Et tu peux aussi faire de la recherche multilangue, ton index. Et pour le coup, non, là, je ne pourrais pas te répondre techniquement parce que là, on rentre dans le cœur de. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as rien configuré, toi. C'est ça, c'est tout automatique. Ouais, absolument. Et est-ce que tu peux faire tourner le Medisearch sur un device directement? Tu sais ça ou pas? Alors, est-ce que tu peux faire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ton cœur, en fait, il est spécifique, quoi. Donc, non. Par contre, à terme, je ne sais pas.
le fait qu'ils soient en Rust, est-ce qu'ils veulent le passer à terme sur du Edge ou des choses comme ça, ou pour être au plus proche de l'utilisateur? Parce que là, on revient sur des mêmes problématiques où si ton app, si tes utilisateurs sont internationaux, ta machine, elle est en France, donc il va falloir que tu la répliques géo, machin. Est-ce que demain, il y aura possibilité de le faire tourner sur le Edge au plus proche de l'utilisateur? J'en sais rien, je fais pas partie de chez eux. Mais en tout cas, non, tu ne peux pas faire tourner ça en local sur son device. Par contre, pour moi, ça se positionne vraiment c'est une base de données, optimisée recherche. Par contre, on n'est pas sur la recherche à l'intérieur du navigateur. Je pense à des Fuse ou des choses comme ça qui sont des moteurs de recherche à l'intérieur de ton navigateur, qui vont utiliser parfois un worker ou parfois directement ton client quoi, dans le browser. Par contre, là, tu récupères les documents et après, tu moulines sur ta recherche. Mais tes documents, ils sont déjà transférés. Là, tes documents, ils sont sur le cloud ou sur ta machine. Donc, pour le coup, non, tu ne peux pas faire ça. Mais du coup, si il y a une version Docker, c'est bien, ça s'embarque ça peut s'embarquer sur un Raspberry ou quelque chose. Ah oui, bah, par contre, quand tu disais device, c'était téléphone? On embarque Oui. Ok, voilà. J'avais. Enfin, je suis arrivé à ça. Tu vois, le cas d'usage, tu dis, tu as une app qui marche offline, tu as un document dedans. Ouais. Tu peux te taper toi-même ton. Exactement. Et là, pour le coup, non. Par contre, oui, après, ton instance de Melisearch, elle est sur. On va regarder comment tu la mets en place. Installation. Tu vois, tu fais ton curl classique, ton brew, ton Docker, ton ATP sur ton Windows. Enfin voilà, tu fais comme tu veux et tu le gères comme tu veux. Et après, tu vas le déployer sur AWS, DigitalOcean, tout ça. Par exemple, sur DigitalOcean, il est intégré, ils ont une espèce de marketplace où tu fais un déploiement en one click. Ce qui fait que tu dis, OK, je provisionne ma machine à tel endroit avec telle config et tu mets Melisearch dessus et en 2.2, ta machine, elle est popée, quoi. Donc, c'est relativement assez fluide. Après, si tu veux le gérer toi-même, tu peux aussi. C'est open source, donc tu t'en fais ce que tu veux. Après, tu te démerdes. Et pour le coup, ils ont de la télémétrie. Par contre, je ne connais pas leur politique là-dessus. Je ne me suis pas penché là-dessus. Mais si toi, c'est une notion qui t'importe, tu peux aller voir et regarder tout ça. Et du coup, c'est qui a créé ça? C'est des Français? C'est des Français? Ouais, c'est des Français. C'est cool. France. Et pour le coup, à croire que le domaine de la recherche, de documents de la recherche, ça soit français, parce que les mecs d'Algolia sont aussi des Frenchies. Donc, Melisearch, pareil, français. Après, ils ont grossi, et ils ont peut-être du monde un peu partout, mais ils sont français à la base. Faut voir comment l'intégrer. C'est facile, c'est fluide. Je vais pas trop faire la presse. Oui, non, mais pour le coup, je regarderai la vidéo. Exactement. Mais pour le coup, c'est vraiment facile, et encore plus avec le cloud où ton instance elle est prête. Et après, tu injectes tes documents via une requête REST classique. Et tu fais ta recherche en ajoutant des query paraméters à ton URL. Je pense qu'on peut difficilement faire plus simple. Et après, si tu veux intégrer Vue, React ou Angular, tu as des composants de chez Algolia. Pour le coup, Vue, Il se parle, Algolia, Melisearch? Je sais pas s'ils se parlent ou pas, mais je vois pas. Ça, ce coup-là, il est quand même assez bon. Ah ouais, c'est quand même smart. Ouais, c'est quand même super smart parce que Algolia à l'époque, Algolia était déjà super gros. Donc leur librairie de Vue, Angular et React, elle était déjà en open source. Donc ils peuvent pas la fermer, quoi. Donc ils ont dit attendez, c'est quoi les specs? Nous on reprend exactement les mêmes. On prend les mêmes
Pour migrer, c'est intéressant. Bah ouais, la sortie, elle est méga, elle est propre quoi. Là, je repasse, je te remontre là-dessus. Ça, là, chez Algolia, c'est pareil. Ce qui fait que, bah ouais, la migration, elle est facile. Donc, tu fais facilement de la croissance. Après, je ne connais pas leur stratégie, mais en tout cas, c'était smart de leur part d'être compatible parce qu'ils viennent récupérer en fait tous les composants open source de Algolia que Algolia a mis en place. Donc ça, c'est plutôt facile. Donc en fait, pour moi, la plus grosse difficulté, c'était de prendre en main justement tous ces librairies, tous ces composants, parce que mon app était en vue, donc je devais comprendre en fait tous ces composants, comment ils interféraient, et avoir le niveau de granulométrie pour passer tous ces paramètres là, parce que soit tu le fais en natif, soit tu viens t'appuyer sur ces composants là. Ça peut te faire gagner du temps. Donc à toi de trouver, si c'est juste pour faire que du search et ta fiche, tu n'as pas besoin de mettre tu peux gérer ça toi-même. Quand tu commences à avoir plein de filtres avec des ranges des avis, des catégories, là ça commence à être un petit peu plus compliqué, et donc passer par ces composants-là t'amène du temps, te fait gagner du temps. D'autres questions? Non? Bon, bah la prochaine fois que vous avez quelque chose en tête avec de la recherche, l'idée c'est recherche, mail search. Merci.